Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un chapitre de King Kong Theory de Virginie Despentes. La dernière fois, on a parlé du rapport à la prostitution que proposait Virginie Despentes, et donc à savoir de comment elle concevait le mariage, toute relation un peu, toute relation qui impliquait du sexe dans le rapport hétéropatriarcal et avait une idée de contrat prostitutionnel théorisé par Peterson. Aujourd'hui, on va parler du rapport au porno. Et donc, comme toujours, hein, son chapitre commence par une citation. Elle nous dit « La pornographie est comme un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Quelquefois, ce que nous y trouvons n'est pas très joli à voir et peut nous mettre mal à l'aise. Quelle merveilleuse occasion de se connaître, d'approcher la vérité et d'apprendre. La réponse au mauvais porno n'est pas d'interdire le porno, mais de faire de meilleurs films porno. » Annie Sprinkle, Hardcore from the Heart, 2001. Et ça va assez bien résumer ce qu'on va raconter dans ce chapitre, puisque effectivement, ce que nous dit Despentes, c'est que le rapport au porno est en réalité ce que les gens qui sont contre le porno vont mobiliser comme argument, et de dire que le porno fait sortir en nous nos mauvais côtés, le porno donne une très mauvaise image de la société, et ce que défend un peu Despentes, c'est que en fait, on pourrait très bien produire du porno qui soit pas dégradant, qui soit pas misogyne, qui véhicule pas tout ce genre de choses. Et le fait qu'on fasse ça, c'est juste un miroir de notre société, un miroir de notre vision du monde. Et c'est ça qu'il faudrait remettre en question et pas le porno. On se demande quand même ce qui se joue de si crucial dans le porno, qui confère au domaine du X un tel pouvoir blasphématoire. Qu'on nous montre une chatte épilée se faire pilonner par une grosse queue et nombre de nos contemporains serrent les fesses pour ne pas se signer. Certains répètent d'un air blasé, ça n'a plus aucun intérêt. Mais il suffit de faire 100 mètres en ville à côté d'une fille du porno pour se convaincre du contraire. Ou d'aller sur internet pour lire de la prose anti-porno. Ceux qui s'offusquent s'il s'agit d'interdire une caricature religieuse. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, c'est un comble. Non plus les idées aussi claires s'il s'agit de clitoris et de couilles, étonnant paradoxe du porno. Et donc elle va critiquer les positions des personnes qui sont contre le porno et dire que si on les écoutait, en réalité, tous les mots sexuels de la société, et même les plus absurdes, seraient supposément de la faute du porno. Les avis sont divers et variés, mais les études sérieuses le sont bien moins en réalité. Et il y a très peu d'études qui sont apportées sur ce sujet. Et elle va donc citer une étude, elle va dire « David Loftus dans Watching Sex, How Men Really Respond to Pornography », donc observer le sexe et comment les hommes réagissent réellement à la pornographie, interroge justement 100 personnes de sexe masculin, de profils divers, sur leur réaction face au porno. Tous racontent avoir découvert le porno avant l'âge légal. Dans l'échantillon évoqué, aucun des hommes ne déclare en avoir été mortifié. Au contraire, la découverte du matériel pornographique s'associe chez eux à un souvenir agréable, constructif de la masculinité de diverses manières, soit ludique, soit excitant. 2 hommes font exception, tous 2 homosexuels, qui racontent que la chose sur le coup a été difficile parce qu'ils savaient confusément être attirés par les hommes, mais sans l'avoir clairement formulé. La vision de matériel pornographique, dans les 2 cas, les a obligés à identifier clairement leur type d'attirance. Et donc, ce qu'elle dit, elle, c'est que, d'une part, en fait, notre rejet du porno, quand il est là, s'il y en a un, il est souvent motivé par ce que le porno nous apprend de nous-mêmes. C'est-à-dire que, en réalité, la violence du rejet anti-porno, c'est quelque chose que les gens découvrent sur elles ou eux-mêmes, qu'elles n'ont pas envie de découvrir. Et donc, ça nous révèle des vérités sur nous-mêmes, sur notre manière de penser, de manière plus ou moins consciente, mais qu'on n'a pas forcément envie de savoir et de voir. Elle dit même que pour elle, le porno, c'est le défouloir d'une société qui nous soumet en permanence à l'imagerie sexuelle, mais ne permet jamais d'assouvir le désir qu'elle crée. C'est par ailleurs un échappatoire très personnel puisqu'on ne l'assume pas nécessairement publiquement et même parfois avec nos partenaires sexuels. Donc c'est-à-dire que dans l'idée du porno, il y a cette idée d'exutoire de toutes les choses qu'on ne se permettrait pas forcément. Cette idée on est dans le fantasme, dans les choses qu'on voudrait peut-être pas forcément expérimenter pour de vrai. Et puis il y a aussi le fait
d'être dans une société qui nous soumet constamment à des imageries ou à des idées sexuelles, sans forcément nous permettre de les assouvir en réalité, puisqu'on crée cette espèce de besoin sexuel en parlant tout le temps, en y faisant référence tout le temps, sans forcément avoir accès à la matérialité de avoir des relations sexuelles aussi librement et ouvertement qu'on en parle et qu'on y est exposé. Et puis il y a aussi ce décalage entre l'image qu'on veut renvoyer de nous-mêmes en société et puis celle qu'on se fait de nous sachant nos fantasmes. C'est-à-dire que il y a cette idée un peu de et on en a déjà parlé du dégoût que les hommes peuvent avoir sur eux-mêmes par rapport à leur propre sexualité, ce côté un peu avilissant, ce côté de se voir et de se percevoir comme un monstre et d'y associer une humiliation, d'y associer de la blessure de leur partenaire, etc. Ce qui évidemment n'est pas très sain et donc amène à un dégoût pour soi et une vision de soi qui n'est pas celle qu'on aimerait avoir de nous-mêmes. Et notamment, elle, ce qu'elle dit, c'est que il y a évidemment une différence entre ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qu'on désire réellement. Elle dit « Il est évident que beaucoup d'hommes hétérosexuels bandent à l'idée de se faire mettre par d'autres hommes ou de se faire humilier, sodomiser par une femme, de la même façon qu'il est évident que beaucoup de femmes mouillent à l'idée de se faire violenter, gangbanger ou baiser par d'autres filles. On peut également être gêné face au porno justement parce qu'il révèle qu'on est inexcitable alors qu'on se rêve en chaudasse insatiable. Ce qui nous excite ou pas provient de zones incontrôlées, obscures et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment. C'est tout l'intérêt de ce cinéma de genre, si on aime lâcher prise et perdre connaissance, et c'est tout le danger de ce même cinéma, si justement on a peur de ne pas tout contrôler. Donc elle est encore une fois sur une take très psychanalytique, entre guillemets, de l'inconscient, avec les biais que ça peut avoir, des positions un peu parfois misogynes, un peu homophobes, parce que c'est inhérent à la psychanalyse et à son fonctionnement. Mais en particulier à ses auteurs et autrices, mais ce qu'elle nous dit, c'est que pour elle, la pornographie, c'est un peu le reflet de nos désirs intérieurs qu'on n'a pas vraiment envie d'assumer. Mais elle rappelle aussi que le porno, c'est avant tout un genre de cinéma, et un spectacle, ça n'a pas besoin d'être réaliste. Notamment, c'est une critique qu'on va faire souvent au porno. Elle dit « On demande précisément au X ce qu'on craint de lui, de dire la vérité sur nos désirs. » Parce qu'effectivement, on va souvent faire le truc de dire « Ah ben oui, mais ça c'est pérélaïste, les hommes, ils ont des pénis d'une taille énorme, les femmes, elles ont des silhouettes complètement exagérées, la question de « Ah oui, mais le botox, les faux seins, les faux ci, les faux ça, etc. » qui sont toujours une manière de remettre en cause, de dire « attendez, vous voyez bien que le porno, c'est pas la vraie vie. » Et effectivement, elle, ce qu'elle défend, c'est de dire « oui, le porno, c'est pas la vraie vie. Le porno, c'est du spectacle. Le porno, c'est un genre de cinéma. » Et pour revenir sur cette idée de le porno nous dit ce qu'on n'a pas forcément envie de savoir, en fait, le fait de ne pas forcément être à l'aise par rapport à l'image que ça nous renvoie de nous, ça veut pas pour autant dire qu'il faut s'interdire de le voir en face. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de questionner son propre rapport à la sexualité, son propre rapport au genre, à plein de choses, de comprendre ce qu'on désirerait profondément et ce qu'on pense en réalité de la pornographie. Et elle va même aller dire que globalement, en fait, le porno, c'est un genre cinématographique qui est riche de beaucoup de catégories et sous-genres, et où chaque partie du monde a ses spécificités. En d'autres termes, ce qu'elle dit, c'est que le porno, ça reste une construction sociale qui va dépendre de l'époque, de l'endroit et des différentes cultures qui met en avant. Ce qui écrit réellement l'histoire du X, ce qui l'invente, en donne la définition, c'est la censure. Et ce qu'on veut interdire de montrer va marquer chaque cinéma X, en faire un exercice intéressant de contournement. Et cette idée est de dire que dans le cinéma du porno, il y a cette idée de déjà montrer ce qu'on ne doit pas montrer. Montrer la sexualité qui devrait rester cachée, montrer. Alors, plus spécifiquement, si on va regarder dans chaque culture, chaque chose, etc., il y a cette idée de dire,
dans telle partie du monde, c'est pas acceptable de montrer un appareil génital. Par exemple, on pense au Japon, et donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent des pornos, mais ils floutent les parties génitales, ce qui est grosso modo une manière de montrer les choses sans les montrer, et donc de contourner cette espèce de règle, et on arrive toujours à cette idée de braver un peu l'interdit, tout en faisant ce travail un peu équilibriste, hein, de se dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable, parce qu'il faut encore trouver le public dans son contexte culturel aussi. Et notamment, elle dit, en France, le porno, ça a des spécificités très précises. Pas de scène de violence, pas de scène de soumission, par exemple. Faire du porno en faisant l'économie de la contrainte, c'est un peu comme faire du patinage sans les lames, sous les chaussures. Bonne chance. Et également interdit l'usage d'objets, god ceinture, pas de porno lesbien, pas d'image d'hommes se faisant maître, sous couvert de protéger la dignité des femmes. Les femmes, on ne voit pas bien en quoi leur dignité serait spécialement attaquée par l'usage d'un god ceinture. On les sait suffisamment aguerries pour comprendre qu'une mise en scène SM n'indique pas qu'elles souhaitent se faire fouetter en arrivant au bureau, ni bâillonner quand elles font la vaisselle. En revanche, il suffit d'allumer la télé pour voir des femmes dans des positions humiliantes. Les interdits sont ce qu'ils sont et ont leur justification politique. Le SM doit rester un sport d'élite, le peuple est incapable d'en saisir la complexité, il se ferait mal. N'empêche qu'elle a bon dos la dignité de la femme chaque fois qu'il s'agit de limiter l'expression sexuelle. Donc elle, sa take, c'est quand même de dire que les contraintes qu'on va infliger en porno sont jamais que des contraintes, notamment aussi politiques, et une certaine violence de classe, puisque ce qu'elle dit, c'est que d'une part, on va interdire certaines pratiques qu'on va juger violentes, tout en réalité les caricaturant, les faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. Mais aussi, il y a tout un discours qui est de dire que on protège supposément les femmes de cette humiliation de les voir dans de telles positions dans le porno, etc. Mais dans les faits, on voit ce genre d'humiliation sous des aspects non sexuels, hein, et de manière répétée le reste du temps à la télé notamment. Et puis elle fait un détour en disant que globalement les femmes qui font du porno, c'est des femmes qui font ça à un âge où elles ont en général plutôt 20 ans, parce que le porno, c'est une catégorie du cinéma qui reste quelque chose de sexiste dans l'ensemble, hein, puisque les carrières cinématographiques, elles sont pas aussi disponibles selon l'âge des femmes, et on s'attaque pas, et on n'a pas le même sujet sur l'âge des hommes en face. Mais donc, elle, là, sur le sujet, ce dont elle veut parler, c'est qu'en particulier, à 20 ans, elle dit, oui, c'est un âge où on réfléchit pas forcément les conséquences long terme. Et grosso modo, les hommes qui consomment du porno seront là pour rappeler constamment aux femmes qui ont produit du porno et les ramener à ça, et les ramener au fait d'avoir été actrice porno. Autrement dit, il n'y aura jamais ce droit à l'oubli, parce que les hommes vont renvoyer en position d'objet sexuel les femmes qui ont produit du porno. La fille qui fait du porno le sait désormais en arrivant dans le métier. On le lui répète qu'elle ne se fasse pas d'illusions. Il n'y aura pas de reconversion. Décidément, les femmes, on les aime surtout en danger. Marquée, le collectif veille à ce qu'elles payent le prix fort pour être sorties du droit chemin et pour l'avoir fait publiquement. Et elle dit qu'elle voit ça particulièrement dans sa vie personnelle, quand elle co-réalise avec Coralie Trinity le film Baise-moi, et que on va constamment la renvoyer à sa position de TDS, on va constamment renvoyer cette personne en lui disant non mais vous pouvez pas avoir d'idée, c'est-à-dire que Dépendre, c'est quelqu'un qui arrive en étant perçue comme écrivaine, et en parallèle, elle est accompagnée de quelqu'un qui est perçu comme travailleuse du sexe, et donc anciennement actrice porno, quoi. Les filles qui touchent au sexe tarifé, qui tirent en restant autonomes un avantage concret de leur position de femelle, doivent être publiquement punies. Elles ont transgressé, n'ont joué ni le rôle de la bonne mère, ni celui de la bonne épouse, encore moins celui de la femme respectable. On ne peut guère s'en affranchir plus radicalement qu'en tournant du porno. Elles doivent donc être socialement exclues. Et pour elle, elle y voit un sujet notamment de lutte des classes, c'est-à-dire qu'il y a cet enjeu où
c'est supposément un peu facile pour une femme de se faire de l'argent en étant TDS. Alors c'est un peu ce qui est sous-entendu. Cette criminalisation, ce rejet des femmes qui sont TDS, hein, que ce soit qu'on parle de prostitution, qu'on parle d'actrices pornographiques ou qu'on parle d'autres formes de travail du sexe, c'est des choses qui sont repoussées par la société parce que, selon elle, il y a cette idée de violence des classes pour permettre que les pauvres restent pauvres. Et elle va ajouter en disant qu'il y a un enjeu misogyne parce que pour elle, l'équivalent du porno, c'est pour les hommes, c'est la boxe. Mais eux, en revanche, ont droit à cet ascenseur social. À savoir que si les hommes pratiquent la boxe, ils ont le droit à exprimer cette part extrême de leur virilité qui leur permettrait d'accéder à un ascenseur social. Bon, alors, thèse qui est un peu discutable à mon sens, mais c'est la sienne. Et puis, ce qu'elle va dire, c'est qu'aussi, il y a cette violence de classe, notamment parce que c'est pas des choses qui viennent des demandes et des besoins du peuple. C'est-à-dire que quand il est question d'interdire le travail du sexe, ça vient pas d'une demande populaire. Quand Valéry Giscard d'Estaing interdit le porno au cinéma, ça vient pas d'une demande populaire. On combat essentiellement la démocratisation des plaisirs de riches. C'est-à-dire que pour les riches, il y a cette idée du libertinage et il y a quelque chose d'élégant, il y a quelque chose qui est comme valorisé, quoi, d'audacieux, d'incroyable, de oh oh oh, vous voyez, vous dépassez les normes, etc. Par contre, quand ça vient de quelqu'un qui est en bas de l'échelle sociale, c'est pas perçu de la même manière. Pas de porno, mais par contre, le Marquis de Sade, ça reste quelque chose d'incroyable et pour les gens cultivés, etc. Tabitha Cash, Coralie Trinity, Karen Lancôme, Rafaela Anderson, Nina Roberts. Ce qui m'a frappé en leur compagnie n'est pas que les hommes les traitent comme des moins que rien, ni qu'ils dominaient la situation. Au contraire, je n'ai jamais vu les hommes aussi impressionnés. Et pour elle, il y a cette idée à la fois, on en parlait hein, dans le sujet de la prostitution comme dans le sujet de faire du hard, donc d'être travailleuse du sexe, il y a cette ré-empouvoirment, donc re-empowering, de re-empowerment, pardon. Il y a ce re-empowerment de la féminité et du fait qu'on renvoie les femmes à être des objets de désir et donc utiliser ça à leur avantage, c'est une manière de retourner un peu cette espèce de stigmate. Et elle dit même que globalement la transgression, c'est que en fait les hardeuses sont des femmes qui ont une sexualité d'homme. Dans les films X hétéros, la seule chose qui est mise en valeur pour elle, c'est le corps de la femme. Et pour elle, il y a cette idée que les hommes imaginent qui ils seraient en étant des femmes et se projettent en tant que femme avec un très fort appétit sexuel, puisque évidemment c'est des hommes, donc ils ont évidemment un très fort appétit sexuel. Il est à ce propos intéressant de remarquer que les femmes réelles qui surcumulent les signes de féminité, celles qui répètent 12 fois dans une conversation qu'elles se sentent tellement femmes et qui participent d'une sexualité compatible avec la sexualité des hommes, sont souvent les plus viriles. La frustration du réel, c'est le deuil que les hommes doivent faire s'ils veulent entrer en hétérosexualité de l'idée de baiser avec des hommes qui auraient des attributs externes de femmes. Donc encore une fois, on retombe dans ce truc un peu un poil homophobe des biais de comment c'est réfléchi en termes psychanalytiques, hein, parce qu'il y a cette idée de désir profond, etc., de l'inconscient et cette interprétation tout le temps à travers le sexe et donc qui est pas top à mon sens, mais qui est sa thèse. Et puis pour revenir sur le porno, ce qu'elle dit, c'est que elle compare le porno à un anxiolytique du sexe, c'est-à-dire que le porno, c'est encore une fois, c'est du cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de réel, tout se passe bien, tout se passe sur les rails, personne n'a de problème d'impuissance, tout le monde a joui, personne n'est frustré, c'est un lieu de sécurité, entre guillemets, quoi. Et elle se pose du coup la question de, c'est marrant ça, pourquoi le X, ce serait un truc pour les hommes, en fait et pourquoi le X, c'est un truc qui est produit pour et par les hommes.
Et elle, sa réponse, c'est simplement de dire, bah, en fait, c'est un lieu où il y a du pouvoir et de l'argent, et bah, ça, plus le patriarcat, ça fait une chose très simple, ça fait que on écarte les femmes des positions de décision là-dessus. Et puis, elle va même dire que le sujet de l'orgasme féminin, il est même retourné contre les femmes. C'est-à-dire que l'argument est de dire que bah, l'orgasme féminin, même quand il est ramené au centre du débat par une vision un peu sex-positive, on va retourner ça en disant bon bah voilà, une femme n'a pas d'orgasme, c'est qu'elle est frigide. Une femme a un orgasme, c'est que bah bravo, elle est avec un partenaire sexuel qui est un homme qui sait y faire, etc. Une seconde fois, parce que les hommes se sont aussitôt emparés de cet orgasme féminin. Ils sont ceux par qui la femme doit jouir. La masturbation féminine continue d'être méprisable, annexe. L'orgasme qu'on doit atteindre, c'est celui prodigué par le mâle. L'homme doit savoir s'y prendre. Comme dans La Belle au bois dormant, il se penche sur la belle et la fait grimper au rideau. C'est ainsi qu'en 2006, on entend de très jeunes filles raconter ce qu'elles attendent qu'un homme les fasse jouir. Comme ça, tout le monde est mal à l'aise. Les garçons qui se demandent bien comment s'y prendre, les filles frustrées de ce qu'ils ne connaissent pas mieux qu'elles-mêmes leur propre anatomie et leur domaine fantasmagorique. Et donc il y a cette idée de renvoyer à la fois d'une part cette pression sur les hommes, mais aussi de déposséder les femmes de leur propre sexualité. Et puis il y a cette idée de pourquoi le porno ce serait un truc pour les hommes, c'est que le porno, c'est un genre qui est conçu pour être un film devant lequel on se masturbe. Donc, la masturbation féminine n'étant pas valorisée, étant quelque chose de particulièrement honteux, contrairement à la masturbation masculine qui est normale, eh bien, on dit bon bah voilà, le porno c'est un truc pour les hommes et c'est pas pour les femmes. Je sais bien que ce que font les filles toutes seules avec leur clitoris ne me regarde pas, mais cette indifférence à la masturbation me trouble quand même un peu. À quel moment les femmes se connectent-elles avec leurs propres fantasmes, si elles ne se touchent pas quand elles sont seules? Qu'est-ce qu'elles connaissent de ce qui les excite vraiment? Et si on ne sait pas ça de soi, qu'est-ce qu'on connaît de soi au juste? Quel contact établit-on avec soi-même quand son propre sexe est systématiquement annexé par un autre? Et on retombe sur cette idée de le porno qui est un peu une manière de se révéler à soi-même, de comprendre ce qui nous touche. Alors bon, le mot semble un peu particulier, mais ce qui nous excite, ce qui nous fait vibrer d'une certaine manière. Et bah on retrouve ça avec son rapport, elle, à dire bah la masturbation, c'est aussi une manière de découvrir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas en fait. Et puis, elle nous dit que le fantasme, c'est quelque chose qui est perçu comme impur et comme méprisable, en fait. Et donc, quelque chose qui est inconvenant et qui n'est pas acceptable pour les femmes, notamment. Et les femmes sont, du coup, coupées de leur propre sexualité et elles deviennent des objets de sexe et pas des actrices. C'est-à-dire que elles deviennent des objets oui, des objets sexuels et pas des actrices sexuelles. C'est-à-dire que elles sont objectifiées et elles sont perçues comme bah, des objets de désir et pas des actrices de désir. Le désir serait donc un privilège masculin. Notamment, elle nous dit, par exemple, on imagine un vieux qui siffle une ado dans la rue, on se dirait « Oh là là, oh, 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 c'est rigolo, le vieux monsieur, il est plein de vitalité, ha 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 ». Par contre, une groupie qui hurle devant John Lennon parce que bah oh là là, le sexe symbole des Beatles, bah ça c'est pas bien, c'est une femme qui perd la tête, elle est complètement hystérique, il faut y faire quelque chose, c'est pas convenable quoi. Et elle dira aussi que, pareil, de la même manière, on va parler des nymphomanes en disant, bon voilà, les nymphomanes, c'est des femmes qui sont frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur plaisir. En réalité, bon alors je connais pas grand chose en nymphomanie, mais on peut très bien imaginer que la réalité c'est plus que c'est des femmes qui, au contraire, ils trouvent leur plaisir et cherchent à en jouir de manière répétée, et tant mieux pour elles en fait. Et notamment, on parle pas de nymphomane pour les hommes parce que bah on suppose que c'est comme plutôt normal. Elle va même jusqu'à dire que globalement, c'est quelque chose qui décrit mieux la sexualité masculine, cette ambition de répéter la sexualité de manière frénétique et frustrée parce que ils y trouvent pas réellement leur plaisir. Et puis encore une fois, elle revient sur le rapport de classe sociale
qui est quelque chose d'important hein, dans son analyse. Elle raconte notamment une anecdote de Paris Hilton et Jamel Debbouze qui se retrouvent sur un plateau, et notamment Jamel Debbouze qui fait une remarque à Paris Hilton en disant « Ah ah ah, je te connais, toi je t'ai déjà vu dans un film ». Et Hilton qui bah, juste ne relève pas en fait. Parce que il y a aussi cet enjeu de quand bien même les différences de genre existent et il y a de la misogynie et d'un point de vue purement genré, le patriarcat fait que Paris Hilton est vu comme inférieur à Jamel Debbouze, bah dans le monde réel, il y a une différence de classe sociale qui fait que en réalité, il peut dire ce qu'il veut, Paris Hilton n'est pas concernée et elle se sent pas atteinte et c'est pas un problème en fait. C'est-à-dire que elle a son petit truc de j'ai fait mon délire de meuf riche, etc. Maintenant, en fait, elle est au-dessus de ça, entre guillemets, quoi. Et elle dit, bah en fait, c'est peut-être ça la solution pour que le porno se démocratise, c'est que il faut déjà déstigmatiser le porno, et pour ça, bah faut en faire à des filles de bonne famille. Donc son idée, c'est d'aller avoir plus de Paris Hilton. Et elle finit en disant, ce qui explose quand explosent les censures imposées par les dirigeants, c'est un ordre moral fondé sur l'exploitation de tout. La famille, la virilité guerrière, la pudeur, toutes les valeurs traditionnelles visent à assigner à chaque sexe son rôle. Les hommes en cadavres gratuits pour l'État, les femmes en esclaves des hommes. Au final, tout s'asservit, notre sexualité confisquée, fliquée, normée. Il y a toujours une classe sociale qui a intérêt à ce que les choses restent comme elles sont et qui ne dit pas la vérité sur ses motivations profondes. Donc voilà, c'était Virginie Despentes au sujet du porno. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et faire tourner cette vidéo. On se retrouve très vite pour finir le bouquin de Despentes. Et voilà.